Alors, professeur, vous en êtes où dans vos recherches? Bien, j'ai réussi à prouver qu'il existe bien des races humaines. Ouais! Il existe bien une hiérarchie entre les races. Ouais! Par contre, la race supérieure, c'est la race malgache. Ah. Et nous, on est où? Nous? Non. Non. Ouais, vous savez, le racisme, je trouve que c'est pas vraiment une bonne chose de classer les gens comme ça dans des catégories. Moi, ça me gêne, hein. Arrêtez cette scientifique, elle est raciste! Salut, c'est Titimitl pour le 4ème épisode d'Esprit Critique. Aujourd'hui, on va parler de la notion de race, du point de vue de la classification des espèces, de la génétique, de l'histoire et même des maths. Que vous soyez raciste ou non, vous pourriez bien apprendre des choses surprenantes. Selon Wikipédia, la race est un rang taxinomique inférieur à l'espèce. Un rang taxinomique, c'est un niveau hiérarchique dans notre façon de classer les êtres vivants. Cette classification divise le monde vivant en règnes, embranchements, classes, ordres, familles, genres et espèces. C'est un classement fait de boîtes imbriquées les unes dans les autres, inventé par Carl von Linné au XVIIIe siècle, un siècle avant Darwin et la sélection naturelle. Au départ, ces classements sont considérés par Linné comme une simple logique qu'a suivi Dieu dans la création de la vie et que Linné se charge de révéler. Et pour lui, les espèces et leurs familles sont des créations divines immuables. Elle n'évolue pas. Mais depuis Darwin, les scientifiques ont commencé à considérer que s'il existait des boîtes imbriquées, c'est parce que toutes les espèces descendent d'un ancêtre commun, et que ces boîtes imbriquées sont en réalité une sorte d'arbre généalogique. L'appartenance de deux espèces à un même genre signifie qu'elles ont un ancêtre commun récent, l'appartenance à une même famille signifie un ancêtre commun plus lointain, etc. Au fur et à mesure, grâce à la paléontologie et la biologie, on a découvert que certaines classifications de Linné ne correspondaient pas à des ancêtres communs. On a donc corrigé au fur et à mesure l'arbre du vivant qui a donc un peu changé depuis Linné. Mais donc au départ, le concept d'espèce et de classification ne vient pas des évolutionnistes, il vient des créationnistes, pour qui Dieu n'a pas créé des individus mais bien des espèces qu'il a choisi d'organiser en boîtes imbriquées les unes dans les autres. Parce que c'est notre projet! Mais au fait, c'est quoi une espèce ? La définition, c'est la même pour les créationnistes et les évolutionnistes. Appartiennent à une même espèce tous les individus qui sont interféconds, c'est-à-dire qui sont capables de faire des bébés ensemble. Mais ce n'est pas si clair que ça. Parce que déjà, est-ce que ça veut dire que les gens stériles, les enfants prépubères, les femmes ménopausées qui ne peuvent pas se reproduire avec d'autres êtres humains, ne font pas partie de l'espèce humaine? Et puis si pour faire des bébés il faut faire partie de la même espèce, comment expliquer les hybrides entre espèces? Pour ce problème-là, on a la réponse habituelle. Ok, des individus appartenant à des espèces distinctes mais proches peuvent se reproduire, mais leurs enfants seront stériles, comme le mulet. Sauf que, là encore, ce n'est pas toujours vrai. Certains mulets sont fertiles. Et puis... Ah, encore un autre souci. Pour certaines espèces répandues sur de longues distances, on observe un dégradé dans la capacité à se reproduire. Chaque individu peut se reproduire avec ses voisins, qui se reproduisent avec leurs voisins, qui se reproduisent avec leurs voisins, etc. Et on peut parcourir sans problème d'un bout à l'autre la chaîne. Donc on pourrait dire que tout ça c'est une seule espèce. Sauf que si vous prenez un individu à chaque bout de la chaîne et vous essayez de les faire se reproduire entre eux, bah ça ne marche plus. Alors là, on a une espèce ou plusieurs? Et s'il y en a plusieurs, les séparations, on les place où? Il n'y a aucune limite entre deux groupes qui ne peuvent pas se reproduire entre eux. Il y a seulement des individus qui ne peuvent pas se reproduire entre eux dans un groupe plus large. Pour les créationnistes, tout ça, c'est un sacré problème. Est-ce que Dieu a vraiment créé des espèces, oui ou non? Est-ce qu'il a fait des fautes d'inattention en les créant? Pour Darwin et le monde scientifique, par contre, ça ne pose pas vraiment de problème. L'explication est toute bête. Les espèces, ça n'existe pas. La nature n'est pas réellement divisée en espèces. C'est l'être humain qui a inventé ce classement parce que c'est pratique et la plupart du temps ça marche pas trop mal. Tous les individus, les plantes, les animaux, les champignons, les bactéries ont des liens de parenté plus ou moins forts, et plus leur lien de parenté est ancien, plus leurs chances de ne pas pouvoir se reproduire entre eux sont grandes. La plupart du temps ça donne des groupes d'individus bien délimités qu'on peut appeler espèces, mais la plupart du temps seulement, il n'y a pas de règle absolue. Bon, si déjà le concept d'espèce n'est pas clair, si c'est seulement un classement artificiel créé par les humains, c'est mal barré pour définir la race, qui est censée être une subdivision de l'espèce.
Revenons à Wikipédia. La définition que je vous ai donnée, la race est un rang taxinomique inférieur à l'espèce, ne parlait pas vraiment des races humaines. Je l'ai trouvé dans l'article Wikipédia intitulé « Les races animales ». Et la vraie définition complète qu'on trouve dans l'article, c'est ça. Chez les animaux domestiques, la race est un rang taxinomique inférieur à l'espèce, les races sont distinguées à des fins d'élevage et de sélection. Car oui, normalement le terme race, c'est pour les sous-groupes créés artificiellement par les humains en contrôlant la reproduction des individus. Chez les animaux sauvages, quand des sous-groupes se créent naturellement, on n'appelle pas ça des races, mais des sous-espèces ou des variétés. Alors, pourquoi avoir choisi le terme race et pas sous-espèce pour les humains? De toute évidence, si des sous-groupes existent réellement dans l'humanité, ils n'ont pas été créés par l'élevage. Personne n'a jamais tenté de contrôler artificiellement la reproduction des humains pour créer des sous-groupes d'humains différents. Enfin, personne à part les racistes bien sûr. On a commencé à diviser l'humanité en races vers le XVIIIe siècle. À l'époque, on ne connaissait pas la sélection naturelle, et on ne connaissait pas assez bien la nature pour distinguer des espèces et des sous-espèces. Les seuls exemples qu'on avait de sous-groupes au sein d'une espèce, c'était dans l'élevage. Et peu de gens avaient conscience que les races avaient été créées de toutes pièces par les éleveurs. On pensait qu'ils ne faisaient que préserver des races existantes. On a donc repris le terme race venu de l'élevage pour parler de races humaines. Et c'est les préjugés venus de l'élevage qui ont empêché la population, et même les scientifiques, de comprendre réellement ce que disait Darwin quand il a exposé sa théorie de la sélection naturelle. Darwin a bien fait référence à l'élevage dans sa théorie, mais seulement parce que l'élevage est une preuve qu'en faisant une sélection artificielle des mutations apparues au hasard, un éleveur peut créer de toutes pièces des sous-groupes avec des caractéristiques différentes, en favorisant ou en éliminant certaines mutations par le contrôle de la reproduction. L'étape suivante de la pensée de Darwin, c'est que bien sûr, dans la nature, il n'y a pas d'éleveur pour sélectionner les mutations. C'est le fait que les ressources sont limitées qui provoque une sélection naturelle, une sélection sans éleveur. Chaque individu est en compétition avec les autres pour l'accès aux ressources, et ce sont seulement ceux dont les mutations survenues au hasard sont les plus avantageuses pour la survie dans leur milieu, qui survivront assez longtemps pour se reproduire et transmettre leurs mutations à leurs descendants. Darwin, grâce à une avalanche de preuves, a très vite convaincu la communauté scientifique que les espèces se transforment. Par contre, la majorité de la population, et même des scientifiques, a mis très longtemps à comprendre réellement le mécanisme de la sélection naturelle. Et la confusion avec des concepts hérités de l'élevage a provoqué des erreurs d'interprétation dramatiques. En écoutant Darwin à moitié, les gens ont cru comprendre que l'évolution serait une progression vers des espèces sans cesse supérieure, qu'on pourrait établir une hiérarchie de l'espèce la moins évoluée à l'espèce la plus évoluée, qui serait bien sûr l'homme, et même plus précisément l'homme de race blanche. Le terme même d'évolution prête à confusion, il peut laisser penser qu'on parle d'une amélioration, et c'est pour ça que Darwin n'a jamais utilisé le terme évolution dans les 4 premières éditions de son livre fondamental, L'origine des espèces. Il préférait le terme transformation. C'est contre sa volonté que les gens ont commencé à parler d'évolution pour parler de sa théorie, au point qu'il a dû se résoudre à introduire le mot dans la 5e édition du livre. Et cette erreur de voir la sélection naturelle comme une justification de la hiérarchie des espèces a abouti à l'eugénisme, au nazisme, au génocide, avec à chaque fois la même logique venue de l'élevage. Il s'agit pour les racistes comme pour les éleveurs d'améliorer la qualité de la race, en favorisant les variations qu'on considère comme positives et en éliminant celles qu'on considère comme négatives, et aussi de préserver ou retrouver une soi-disant pureté originelle des races en les empêchant de se mélanger. Mais quand les éleveurs empêchent des groupes d'animaux de se mélanger, ils ne préservent pas la pureté originelle des races. Ils créent de toutes pièces des races qui n'existeraient pas sans leur action. Et c'est pareil pour les humains. Une politique raciste, c'est une politique d'élevage des humains, qui ne pourra jamais retrouver une pureté originelle qui n'a jamais existé, mais qui pourrait créer des races de toutes pièces si elle était appliquée pendant des dizaines de milliers d'années. Selon Darwin, les chimpanzés ne sont pas les ancêtres des humains qui n'auraient pas évolué. Ce sont nos cousins qui ont suivi un chemin évolutif différent à partir de notre ancêtre commun, car leur environnement était différent. Les mutations qui se sont avérées avantageuses pour survivre dans leur milieu n'étaient pas les mêmes que celles qui ont été avantageuses pour survivre dans le milieu dans lequel nous avons évolué. Il n'y a donc pas de hiérarchie dans la sélection naturelle. Toutes les espèces vivantes sur cette planète sont exactement aussi évoluées que les êtres humains. Parce que nous avons tous 3,5 milliards d'années d'évolution derrière nous. Nous avons juste évolué différemment parce que nous vivions dans différents milieux. Et il n'existe rien qui puisse ressembler à une pureté originelle qu'on pourrait préserver, à moins de vouloir redevenir des bactéries, puisque c'est ça notre origine. Au contraire, c'est le brassage et le métissage permanent qui donnent le plus de chances aux mutations avantageuses de se répandre dans tout le groupe. Lorsque les manuels scolaires enseignaient encore que les noirs seraient une race intermédiaire entre le chimpanzé peu évolué et le blanc très évolué, ils étaient donc en contradiction complète avec le darwinisme, même s'ils s'en réclamaient. Le racisme n'a rien à voir avec Darwin. Il vient de l'application aux humains de concepts venus de l'élevage. Le racisme, ce n'est pas de la sélection naturelle, c'est de la sélection artificielle.
Puisque personne n'a pratiqué l'élevage sur l'espèce humaine à part les racistes, et pas suffisamment longtemps pour créer des races, alors les races n'existent pas. S'il existe des subdivisions de l'espèce humaine, ça ne peut être que des sous-espèces, des variétés apparues naturellement, comme dans les espèces sauvages. Mais à quoi reconnaît-on une sous-espèce? À la base, on se contentait d'observer des différences anatomiques. Et ça peut être trompeur, puisqu'il y a des mutations visibles au premier coup d'œil et des mutations plutôt invisibles. Il ne faudrait pas que quelques différences d'apparence nous cachent de profondes ressemblances qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Heureusement, est arrivée la génétique. Les mutations, c'est sur l'ADN, et plus précisément sur les gènes qu'elles apparaissent, et on peut comparer les ADN pour les trouver. Mais ces mutations constantes au hasard provoquent une variabilité naturelle au sein de n'importe quelle population. Il ne suffit donc pas de trouver une ou deux différences génétiques entre deux groupes pour considérer que ce sont des sous-espèces. Sinon, les petits, les roux, les diabétiques, les gens qui chaussent du 45 seraient des sous-espèces. Ce qui caractérise les sous-espèces, c'est que si on prend au hasard un individu de chacun des groupes et on compare leurs ADN, on trouvera en moyenne plus de différences génétiques qu'en comparant deux individus du même groupe. Et là, pour l'espèce humaine, on peut être très clair. Malgré l'acharnement permanent depuis l'aube de la génétique pour essayer de trouver des groupes humains correspondant à cette définition, on n'en a jamais trouvé. Entre deux humains quelconques pris au hasard, quelle que soit leur soi-disant race, la différence est en moyenne de 1 pour 1000. C'est 2 fois moins qu'entre deux chimpanzés. Et comme la grande majorité de notre ADN est ce qu'on appelle de l'ADN poubelle parce qu'il semble ne servir à rien, 98% de ces différences n'ont aucune conséquence notable. Même chez les animaux d'élevage, la plupart des soi-disant races que se sont acharnés à créer les éleveurs ont trop peu de différences génétiques entre elles pour pouvoir être appelées des sous-espèces. Par exemple, les races de chiens ne sont pas des sous-espèces, c'est le chien dans son ensemble qui est une sous-espèce de loup. En 100 000 ans de domestication et d'élevage, on n'a même pas réussi à faire des sous-espèces de chiens. Alors sans même avoir d'éleveurs d'humains pour tenter de les créer, c'est pas très étonnant qu'on ne trouve pas de sous-espèces d'humains. Surtout que 100 000 ans, c'est plusieurs dizaines de milliers de générations de chiens, mais seulement quelques milliers pour les humains. Et en plus, les apparences sont trompeuses. Le berger allemand est parmi les races de chiens les plus éloignées du loup génétiquement. Les races de chiens les plus proches du loup, ce sont par exemple le Chow Chow et le Basenji. Que ce soit pour les animaux d'élevage ou les humains, ceux qui croient percevoir des subdivisions n'observent que des différences superficielles comme la couleur de peau, qui correspondent à une infime minorité de la diversité génétique qu'a en commun toute l'humanité et qui chevauchent allègrement les soi-disant races. On est maintenant capable de retrouver dans l'ADN d'un individu des marqueurs génétiques qui proviennent d'autres parties du monde. Des compagnies proposent même à partir de tests ADN de retracer le parcours de vos ancêtres à travers le monde et il y a toujours des surprises. Mais même si on ne retrouve pas dans votre ADN des marqueurs spécifiques d'une région du monde, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'ancêtres de cette région. Ces gènes ont pu tout simplement disparaître de votre génome entre-temps. Notre ADN ayant un nombre de gènes fixe, on ne peut pas garder la totalité des gènes transmis par nos ancêtres. On n'en hérite que d'une partie. Et même si l'on a des ancêtres étrangers, ils sont souvent moins nombreux que nos ancêtres locaux. Donc leurs gènes ont statistiquement moins de chances de parvenir jusqu'à nous. C'est une partie de l'explication du maintien de différences génétiques liées à l'origine géographique. Mais il y en a une autre. Ce n'est pas un hasard par exemple si la couleur de peau est l'un des traits génétiques qui correspond le mieux à l'origine géographique. Ce sont des gènes qui ont continué jusqu'à très récemment à subir la pression sélective du climat. Une peau claire dans un pays chaud, c'est plus de risques de cancer. Une peau foncée dans un pays froid, c'est des carences en vitamine D. Les gènes inadaptés au climat local ont donc continué à être éliminés des populations au fur et à mesure en permanence, malgré les mélanges avec d'autres populations. Et ce jusqu'à ce qu'on commence à savoir traiter les cancers et les carences en vitamine D, qui encore aujourd'hui ne sont pas correctement soignés partout, faute de moyens. Pendant ce temps, les gènes qui ne sont pas directement liés au rayonnement UV ont continué à se mélanger et se répandre en chevauchant sans problème les couleurs de peau. Si les racistes sont obsédés par la couleur de peau, c'est seulement parce que c'est la variation génétique la plus visible à l'œil nu. Et si certains prétendent pouvoir en faire un classement, ils n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur le nombre de groupes différents. Ce sont des dégradés étalés sur toute la Terre sans aucune limite nette. Tout choix de ligne de séparation entre les populations est forcément arbitraire, donc le nombre de groupes humains qu'on peut distinguer avec la couleur de peau ou n'importe quel autre critère est tout aussi arbitraire. Donc il n'existe pas de sous-espèces dans l'espèce humaine. Et c'est plutôt normal d'ailleurs si on compare la façon dont se forment les sous-espèces dans la nature avec l'histoire de l'humanité. Quand une mutation avantageuse apparaît dans une espèce, elle se propage rapidement à toute l'espèce. Quand une mutation désavantageuse survient, elle disparaît très vite de toute l'espèce. Pour que des espèces puissent se séparer en variétés, il faut qu'un événement isole deux groupes de façon à ce qu'ils ne puissent plus se reproduire entre eux. Chaque groupe commence alors à évoluer différemment de l'autre. D'abord parce que des mutations différentes apparaissent par hasard dans chacun des groupes, ensuite parce que si leur milieu est différent, les mutations avantageuses ne seront pas les mêmes.
Un avantage dans un certain environnement peut être un handicap dans un autre environnement. Par exemple, une fourrure épaisse, c'est un avantage dans les zones froides et c'est un handicap dans les zones chaudes. Des doigts séparés, c'est avantageux pour manipuler les objets, mais c'est handicapant pour nager ou pour voler. Quand deux groupes sont séparés, donc des sous-espèces apparaissent avec le temps. Elles sont légèrement différentes tout en restant capables de se reproduire si on les mettait en contact. Mais si elles recommencent à avoir des contacts réguliers, les mutations se répandent à nouveau dans toute la population et très vite on ne peut plus distinguer de sous-espèces. Enfin, si la séparation dure suffisamment longtemps, il est probable que certaines mutations touchent le système reproductif, au point qu'à un moment les deux groupes ne sont plus capables de se reproduire entre eux. C'est la naissance de deux espèces différentes. À partir de là, même si les deux espèces entrent à nouveau en contact, elles continueront à évoluer séparément puisqu'elles ne peuvent plus mélanger leurs gènes. Mais ce phénomène de spéciation prend énormément de temps. Les dromadaires et les lamas sont strictement séparés depuis 30 millions d'années. Et pourtant, pour qu'il puisse exister des sous-espèces dans l'espèce humaine, il faudrait que des groupes d'humains aient été séparés sans aucun contact possible pendant suffisamment longtemps pour se différencier. Et pour que ces sous-espèces existent toujours de nos jours, il faudrait qu'on ne se soit rencontrés que très récemment et qu'on n'ait pas eu le temps de se mélanger assez pour lisser nos différences. Et ce n'est pas du tout la façon dont s'est déroulée notre histoire. Notre espèce à tous, l'Homo sapiens moderne, n'existe que depuis 200 000 ans. À cette époque, les premiers Homo sapiens en Afrique formaient un seul groupe très localisé dans lequel il ne pouvait y avoir de sous-espèces. Mais il existait d'autres espèces d'humains sur Terre. Nos ancêtres Homo ergaster s'étaient déjà répandus sur la planète en devenant des Homo erectus puis Denisova en Asie, des Homo heidelbergensis en Afrique, puis encore d'autres espèces comme l'homme de Néandertal en Europe et l'homme de Flores sur l'île de Flores en Indonésie. Il y a 100 000 ans, en commençant à sortir d'Afrique, les Homo sapiens se sont répandus sur les territoires de toutes les autres espèces d'hommes et même au-delà. Et une fois en concurrence avec nous, ils ont tous disparu pour ne laisser que nous. Ouais, enfin non, ça c'est ce qu'on croyait avant les découvertes des dernières décennies. Parce que maintenant on sait que les Homo sapiens se sont au moins croisés avec les Néandertals et les Denisova, que les Néandertals et les Denisova eux-mêmes avaient des territoires bien plus étendus que prévu et qu'ils se mélangeaient entre eux, bref, c'est la partouze générale. Et du coup, on se demande si c'est bien judicieux de considérer toutes ces variétés d'hommes comme des espèces différentes. En fait, on pense maintenant que c'est plutôt un exemple de ce dégradé de reproductibilité dont j'ai parlé pour d'autres espèces. Les différents groupes d'humains qui se sont répandus sur la planète depuis Homo ergaster n'ont jamais vraiment rompu les contacts. Sans doute que les Homo sapiens d'Afrique du Sud ne pouvaient pas se reproduire avec les Néandertals bretons avec qui ils n'avaient jamais de contact. Mais ils se reproduisaient avec les sapiens d'Afrique centrale, qui se reproduisaient avec les sapiens d'Afrique du Nord, qui se reproduisaient avec les mélanges sapiens-néandertals du Moyen-Orient, qui se reproduisaient avec les Néandertals d'Europe du Sud, qui eux-mêmes se reproduisaient avec les Néandertals bretons. Et c'est la même chose avec Denisova, et sans doute avec d'autres espèces à découvrir d'après les indices génétiques. Du coup, tous ces groupes ne seraient même plus vraiment des sous-espèces, puisqu'on ne sait jamais où placer la limite, encore une fois. Et on sait que grâce à ces liens constants, certains gènes venus d'un bout de la chaîne se sont retrouvés à l'autre bout de la chaîne, alors même que les individus de chacune des extrémités n'auraient pas pu se reproduire entre eux. Rendez-vous compte, une espèce comme Homo ergaster erectus et tous leurs descendants, dont la population mondiale n'excédait pas 800 000 individus répartis sur des surfaces gigantesques, ont quand même réussi à maintenir une continuité permanente de contact pendant 1,8 million d'années sans jamais cesser de se reproduire de proche en proche. On peut donc sérieusement commencer à douter qu'Homo sapiens ait pu, lui, se séparer en des groupes suffisamment hermétiques pour qu'en à peine 100 000 ans depuis la sortie d'Afrique, des sous-espèces soient apparues, alors que sa densité de population et ses techniques de voyage ont très vite radicalement surpassé celles d'Homo erectus. On ne connaît aucun endroit dans le monde où il y ait eu une coupure totale de contact avec les populations d'à côté pendant plus de quelques milliers d'années. Tous les obstacles ont été franchis pour conquérir la Terre, et dès qu'ils ont été franchis, ils n'ont jamais cessé de l'être. Habituellement, quand on convoque l'histoire pour contester l'existence des races, on parle des migrations massives et des grandes conquêtes qui n'ont jamais cessé pendant toute l'histoire de l'humanité. Et bien sûr, c'est important de le rappeler. Mais même sans grand mouvement de population, la simple absence de coupure nette entre les populations depuis la naissance d'Homo sapiens nous garantit que le brassage génétique global n'a jamais cessé. D'autant plus que pendant la majorité de notre histoire, nous étions tous nomades. Et même une fois sédentarisés il y a à peu près 20 000 ans, ce qui est très court pour l'évolution, jamais les villages n'ont cessé de se mélanger avec le village d'à côté, et celui-là avec le village d'à côté, puis avec le village d'à côté, avec le village d'à côté, etc., jusqu'à couvrir toute la surface de la Terre, sans se soucier le moins du monde des frontières dessinées par les puissants et que les populations ignoraient souvent largement. Il n'y a jamais eu de coupure dans les populations, donc pas de sous-espèces possibles dans l'espèce humaine, c'est donc normal qu'on n'en trouve pas. Bon, à ce stade, il y a deux choix. Soit vous faites confiance à la science, à la sélection naturelle, à la génétique, à l'histoire, et vous acceptez que ni les races ni les sous-espèces humaines n'existent. Soit vous pensez que toutes ces disciplines scientifiques sont manipulées par un complot mondial destiné à vous cacher l'existence des races. Et dans ce cas, non, je vais toujours pas abandonner. Parce que j'ai un dernier argument. Un argument plus simple et pourtant plus fort que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Un argument que vous aurez du mal à contester même en cas de complot mondial de la science. Oubliez la génétique, la préhistoire, l'évolution, même si vous ne croyez
croyez pas à tout ça, même si vous croyez que Dieu a créé la Terre il y a 6000 ans, ce que je vais vous dire maintenant restera valable. On va faire des multiplications. Vous avez chacun 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. Tout le monde sait ça. Mais peu de gens pensent à continuer le calcul un peu plus loin, et c'est dommage. À chaque génération, le nombre de vos ancêtres est multiplié par 2. Ce sont donc des puissances de 2. Le nombre de vos ancêtres à la nème génération est donc de 2 puissance n. Or, les puissances, ça grossit très vite. Vraiment très vite. On va faire une première étape ici. En considérant qu'une génération dure 25 ans, à la 10e génération, on arrive juste avant la Révolution française. Et vous avez chacun 1024 ancêtres à l'époque. Si vous vouliez faire votre arbre généalogique jusque-là, en additionnant les générations précédentes, il faudrait que vous remplissiez 2046 cases. Quand quelqu'un vous dit qu'il a remonté son arbre généalogique jusqu'à la Révolution, vous pouvez déjà ricaner. Parce que ce qu'il a fait en général, c'est choisir des branches à suivre et d'autres à ne pas suivre. Sans doute en s'assurant de ne garder que ce qui confirme ses préjugés. Vu le travail que représentent des recherches généalogiques, je vous assure que personne n'a jamais vérifié que ces 2046 ancêtres depuis la Révolution étaient tous français. Et rappelez-vous que là, ce ne sont les ancêtres que d'une personne. Nous sommes 67 millions de Français. Imaginez 67 millions d'arbres identiques. 1024 multiplié par 67 millions, à l'époque de la Révolution, les Français actuels ont 68 608 millions d'ancêtres. Ah. C'est gênant quand même d'avoir 10 fois plus d'ancêtres en 1767 qu'il n'y a d'êtres humains sur la planète en 2017. Surtout qu'à l'époque, dans le monde entier, il n'y avait pas plus de 680 millions d'êtres humains. Et seulement 28 millions en France. Et puis, c'était prévisible. Un arbre généalogique, ça grossit en remontant dans le passé. Mais la population mondiale, elle, grossit en sens inverse. Forcément, à un moment, ça ne colle plus. Comment résoudre ce paradoxe? D'abord, si vous avez bien 1024 ancêtres chacun en 1767, il y a des chances pour que vous en ayez une bonne partie en commun. En imaginant que tous les Français actuels n'aient que des ancêtres français, ça voudrait dire qu'on est tous des cousins plus ou moins éloignés. Ensuite, même dans votre arbre généalogique, un même nom peut revenir plusieurs fois, parce que non seulement les mariages entre cousins au 4e degré sans le savoir, c'est courant, mais jusque très tard dans le monde entier et encore de nos jours dans plein de pays, le mariage entre cousins germains, c'est très banal. La loi de la République n'a jamais interdit à ce qu'on peut se marier entre cousins. Vous avez donc bien 1024 ancêtres, mais ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent à plusieurs endroits dans les différentes branches de votre arbre. Enfin, la troisième explication, la plus évidente, c'est que sur 2046 ancêtres sur 10 générations, vous finirez toujours par tomber sur des étrangers si vous ne cherchez pas que là où ça vous arrange. Et là je parlais de la France, mais si vous êtes dans un autre pays, ça marche exactement pareil. Ça va, vous digérez parce que vous n'avez encore rien vu. Vous avez donc 1024 ancêtres à la 10e génération. Mais continuons. 8192, 16384, oula, ça monte. À la 30e génération, ton nombre d'ancêtres, à toi qui me regarde, est de plus d'1 milliard, soit plus du double de la population mondiale de l'époque. Et chacun des êtres humains sur cette planète a lui aussi plus d'1 milliard d'ancêtres à la 30e génération. Il est donc totalement impossible qu'on ait chacun les siens. À partir de là, tous les humains partagent les mêmes ancêtres, et ce sont probablement la totalité des êtres humains vivant à l'époque sur la planète. Mais ce n'est pas fini. Remontons encore jusqu'à l'époque de Charlemagne, au 8e siècle, ce qui nous fait environ 50 générations. À cette époque, votre nombre d'ancêtres est de plus d'1 million de milliards chacun, et la population mondiale de l'époque, c'est 220 millions. Chaque être humain ayant vécu à l'époque de Charlemagne sur la planète Terre est en moyenne 5 millions de fois ton ancêtre. Mon ancêtre, l'ancêtre de Donald Trump, celui de Vladimir Poutine, celui d'Assad, de Netanyahou, de Kim Il-sung, de Maduro, de Baghdadi, de tous les SDF et les puissants du monde, de tous les êtres humains habitant sur cette planète. Quand un couillon comme Christopher Lee prétend descendre de Charlemagne, vous pouvez lui répondre « Évidemment, abruti, on descend tous de Charlemagne. Même les aborigènes d'aujourd'hui descendent de Charlemagne. » Vous le sentez là, l'effet des petits villages qui se mélangent avec le village voisin? Bien sûr, 5 millions de fois c'est une moyenne. Certains ne sont que quelques centaines de milliers de fois votre ancêtre, d'autres le sont 100 millions de fois, mais avec des chiffres pareils, la probabilité pour qu'une personne vivant à l'époque de Charlemagne ne soit pas du tout votre ancêtre est absolument infime. À part pour ceux qui n'ont pas eu de descendance évidemment. Ce sont les seuls à ne pas être vos ancêtres puisqu'ils ne sont les ancêtres de personne. Et du coup, les autres doivent se partager encore plus de fois le fardeau d'être votre ancêtre. Ce qui fait qu'ils le sont en fait beaucoup plus que 5 millions de fois, vu le nombre d'êtres humains morts sur la planète sans avoir eu d'enfants pendant l'histoire. Et attendez, on est remonté que jusqu'à Charlemagne là, on est encore loin de nos ancêtres les Gaulois.
Je vous épargne les chiffres jusqu'à Vercingétorix. Si vous avez 1% de sang gaulois en plus qu'un japonais, vous êtes déjà sacrément vénard. Alors voilà, je vous ai expliqué, mais je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de ce que ça veut dire. Non seulement au-delà de 10 générations, l'époque de la Révolution française, il est quasiment impossible de ne pas avoir d'ancêtres étrangers, mais au-delà de 30 générations ou 750 ans, la simple notion de race, de sous-espèce, d'ethnie, de peuple, de tribu ou quoi que ce soit qui prétende diviser l'humanité en sous-groupes n'a plus aucun sens. Ça veut dire que quand on vous raconte l'histoire des premiers empires chinois, on ne vous raconte pas l'histoire des ancêtres des Chinois actuels, mais celle de vos ancêtres, les miens et ceux de toute l'humanité. Et c'est valable pour la civilisation maya, l'empire éthiopien, la civilisation de l'Indus, l'empire khmer, l'Égypte antique ou l'empire perse. Vous avez tous des ancêtres dominants et dominés, colonisateurs et colonisés, persécuteurs et persécutés, maîtres et esclaves, seigneurs et serfs, des ancêtres de toutes les cultures et toutes les religions du monde. Nous sommes un seul peuple sur toute la Terre depuis toujours. Nous sommes tous cousins, tous métis, tous consanguins, pourvu qu'on remonte 30 générations en arrière ou 750 ans. Si les racistes veulent prouver qu'ils sont de race pure, il ne leur reste plus qu'à décréter que les tables de multiplication sont un complot mondialiste. Ou bien que dans leur famille, depuis toujours, on suit la règle absolue de ne se reproduire qu'entre frères et sœurs. Et attention, parce que si vous faites un seul écart dans votre consanguinité militante, c'est fini. Vous avez forcément des ancêtres du monde entier. Un seul voyageur venant d'un pays lointain ramène toujours avec lui ses millions d'ancêtres étrangers. S'il a fait des enfants avec l'une de vos aïeules, ils sont devenus vos millions d'ancêtres étrangers. Et en 10 générations, les ancêtres étrangers de tout le pays. Du coup, si un seul espagnol est venu en France faire des enfants avant la Révolution française, vous avez forcément des ancêtres espagnols. Un seul russe et vous avez des ancêtres russes. Un seul noir, un seul arabe, un seul juif et vous avez des ancêtres noirs, arabes et juifs. Alors, Alexandre Dumas, vous connaissez? Fils du général de la Révolution française Thomas Alexandre Dumas, né en 1762 d'un père colon et d'une mère esclave, Alexandre Dumas a eu à son tour de nombreux enfants avec de nombreuses femmes. Et regardez sa petite fille, Colette Dumas. Le plus pointilleux des racistes ne pourrait-il pas s'y laisser prendre? Je voudrais pas dire, mais les colons français qui ont fait des enfants avec leurs esclaves noirs, c'était très courant. Et certains d'entre eux sont revenus en métropole ensuite. Et les berbères et les juifs qui se sont installés en Gaule pendant l'Empire romain, n'ont-ils jamais eu d'enfants? Et les marchands, les artisans, les esclaves arabes présents depuis le XIIe siècle dans le sud de la France, pas d'enfants non plus? Vous êtes sûr? Il suffit d'un seul. Voilà, c'était le 4e épisode d'Esprit Critique, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager largement, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, et si vous voulez me soutenir, vous avez mon compte Tipeee. Vous aurez remarqué qu'en fait cet épisode n'était pas vraiment plus court que les précédents, mais je vous jure que j'essaye. Allez, à bientôt! Mais Charles, je croyais que tu étais mon ami. Excusez-moi monsieur, qu'est-ce que vous faites dans mon laboratoire? Vous êtes peut-être au courant, il y a une OPA inamicale, votre labo nous appartient désormais. Mais Heinrich, tu m'en connais pas? Bon écoutez, je vous connais pas, vérifiez mon labo.